Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices. Tout d'abord une année pleine de douceur et de lumière à toutes et tous. Bienvenue dans C'est Excellent, la première 2025, votre émission du dimanche 19h sur Sud Radio, celle qui donne la part belle à l'excellence française dans toute sa complexité et sa richesse. Nous les ambitieuses, c'est une association née en mars 2020 grâce à la volonté de sa présidente Virginie Atlan. Ce réseau de femmes engagées issues de la société civile place l'action positive, la culture et la défense du droit des femmes au cœur de sa mission pour favoriser les échanges et la réconciliation. Virginie, vous êtes ici pour nous parler de cette aventure collective et de ses engagements pour un avenir plus inclusif, solitaire, durable. Et vous êtes sur le plateau avec Elie Chouraki, qui est réalisateur, qu'on ne présente plus, metteur en scène de votre spectacle Si Vivante. Et bienvenue sur Sud Radio à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Judith. Alors, chers invités, un peu d'actu pour commencer. On est, en 2024, les violences conjugales en France ont affecté environ 271 000 femmes, en hausse de 10% par rapport à 2023. Plus de la moitié des femmes, 53%, ont subi des violences sexuelles, avec 63% des jeunes femmes victimes de harcèlement ou agression sexuelle. Ces chiffres, ils soulignent l'urgence de renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et de soutenir les victimes. C'est une urgence permanente. Virginie Atlan, on le disait hors antenne à l'instant, il y a eu 3 féminicides depuis le début de l'année. Oui, c'est révoltant. On a l'impression que plus on en parle, et beaucoup d'associations viennent renforcer ce que fait le gouvernement. Et pourtant, on cesse d'être attristé, choqué. Je ne comprends pas que les chiffres augmentent. Et on a de quoi être agacé, comme l'est Elie Chouraki, qui hier, au téléphone, me dit « c'est pas possible, tu as encore entendu ». Et voilà. Elie Chouraki, vous êtes agacé? Je suis pas agacé, je suis malheureux, je suis triste parce que, vous savez, c'est un fléau national qui devrait être une mission nationale. Et malheureusement, on traite ça bien, souvent, mais de façon ponctuelle. C'est-à-dire qu'on nous donne des chiffres, on essaie de réagir, on réagit souvent trop tard. Je pense que maintenant, il faut passer à un autre stade. C'est-à-dire qu'il faut passer à un stade actif. C'est-à-dire qu'il faut essayer de prévoir autant que faire se peut ce qui risque de se passer entre des hommes violents et des femmes qui sont leurs victimes. Il faut... je parlais avec Virginie, et on a rendez-vous d'ailleurs avec... Aurore Berger, la ministre en charge de ces questions. Voilà, pour parler de ça, parce que j'ai une idée, je pense qu'elle peut être très efficace, c'est de passer sur toutes les chaînes de télévision confondues, chaînes d'information, chaînes France Télévisions, etc., ponctuellement toutes les semaines, par exemple, plutôt que des bandeaux qui souvent ne servent à rien ou répètent 10 fois la même chose, de passer des bandeaux qui disent « Nous vous rappelons qu'en cas de violence conjugale, vous pouvez appeler tel numéro. » Point. Le faire pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes toutes les semaines. Avoir sur les radios même un message de temps en temps qui dit « Nous vous rappelons bien sûr que vous pouvez acheter ». Je veux dire, ça glorifierait tout le monde, tous les journalistes, ça glorifierait toutes les chaînes, et ça pourrait sauver des centaines de vies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on parle de la drogue, on parle de qui meurt de la drogue aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus d'hommes et de femmes qui meurent de la drogue? On parle des narcotrafiquants, mais on ne parle pas des il y a plus tueurs de femmes, ou de femmes qui meurent de la drogue que de femmes massacrées par des hommes qui meurent de cette... en plus des violences. Évidemment, on parle des femmes, mais on pourrait aussi parler des enfants qui sont spectateurs de cette détresse, de cette horreur, et qui seront traumatisés toute leur vie et qui auront évidemment toute leur vie du mal à s'en remettre, et qui parfois à leur tour deviendront des êtres violents parce qu'ils ont eu et parce qu'ils n'ont pas été pris en charge correctement non plus. Absolument. Parce qu'il y a aussi ça, Virginie Atlan, il y a la prise en charge des victimes collatérales, j'ai envie de dire. Alors là-dessus, ça évolue. Bien évidemment, le gouvernement fait un gros travail. Déjà à l'époque, Aurore Berger, avec des amendements et une prise de conscience, le fait que l'enfant soit considéré comme une victime. Désormais, ça date pas de très longtemps, ça fait bientôt 2 ans, mais un enfant reconnu victime est d'autant pris en charge que la victime elle-même. Et donc il y a déjà
a des avancements. On espère que ça va continuer d'évoluer, mais Élie a raison en fait. Il faut que régulièrement, il puisse y avoir un temps d'échange, de parole, de prise de conscience, que les femmes puissent se dire, bon, moi, j'ai un numéro à appeler, je sais que je peux être prise en charge, je sais qu'on peut m'écouter, je sais que ma vie peut changer. Et ça passe par une information. On le sait, en communication, il faut sans arrêt répéter. Bien sûr. Donc, Élie faisait cet appel à la télévision, mais je crois que même en radio, et pourquoi pas avec Sud Radio, s'engager à ce que tous les mois, Élie puisse faire une séquence, une capsule. On va en parler à la direction. Ouais. Bah voilà. Bien sûr. Je suis là. L'appel est lancé. Vous savez, on a tous une mère, on a tous une sœur. Une cousine, une fille. Une cousine, quelqu'un qu'on aime, une amie. Et d'imaginer la façon dont ces assassinats se produisent dans un milieu complètement confiné. Vous savez, j'ai entendu des témoignages sur ce qui s'est passé là cette semaine. Le dernier, vous savez que depuis le début de l'année, il y a eu déjà 3 féminicides, 3 femmes sont mortes. J'ai entendu un témoignage de cet homme qui est voisin qui était voisin de ce couple, qui a entendu des hurlements, qui a réagi peut-être assez tôt, je ne sais pas, mais en tout cas trop tard pour elle. Des hurlements, aidez-moi, au secours, aidez-moi. Vous imaginez ce que cette femme doit endurer, mais je veux dire, c'est de la torture, c'est des actes monstrueux. On ne peut pas rester comme ça dans le silence, à attendre que ça se produise et à aller déposer une gerbe. Il faut anticiper, il faut absolument trouver des moyens d'anticiper. Et en fait, le problème dans tout ce que vous dites, c'est que ça doit venir des femmes, parce que entrer dans l'intimité directement d'un couple... Mais ça peut venir de nous. Voilà. Si on arrive à les prévenir, si on arrive à les... Vous savez, nous, on a fait cette pièce. On a fait cette pièce vivante que j'ai mise en scène et que j'ai écrite. Oui. Et à partir de lettres, de témoignages de femmes. Et on a eu sur le plateau avec nous ce qu'on a appelé des vivantes, donc, c'est-à-dire des femmes qui ont été martyrisées, qui ont réussi à se sortir de ça. Et toutes ont réussi à s'en sortir grâce aux associations, grâce à un numéro de téléphone qu'elles avaient noté, grâce à un mail qu'elles avaient noté en cachette. Toutes elles ont pu joindre ces associations, une journée se sauver du domicile avec leurs enfants, aller dans un lieu d'accueil, être prises en charge. Donc, il y a mais toutes, c'est-à-dire que c'est vraiment, donc ça prouve que la prévention peut sauver ces femmes à 90%. Alors, cette pièce, justement, pour revenir dessus, Vivante, elle est produite par Alexandra Fechner, qu'on embrasse. Elle est interprétée par des acteurs qui sont engagés aussi dans la lutte contre ce fléau. Ce sont des représentations gratuites, suivies d'échanges avec le public. Virginie Atlan, vous avez aussi des partenariats avec des associations locales. Alors, comment ça se passe en pratique, et c'est quoi, justement, les retours des victimes sur l'impact de ces représentations ? Ça fait beaucoup de questions en Alors, une. on recommence. Parce que vraiment, comment ça se passe avec les associations ? Les associations qui ont contribué à la création de la pièce sont la Maison des Femmes, La Voix de l'Enfant, Excision Parlons-en, sont vraiment très partie prenante de la création de la pièce, vraiment. Rada Hatem, par exemple, qui est la présidente de la Maison des Femmes, a elle-même écrit le profil du harceleur dont a inspiré Élie Chouraki et qui l'a intégré dans la pièce. Ça, donc, c'est la première démarche. Ensuite, lorsque nous diffusons ou jouons la pièce, nous invitons les associations environnantes autour de là où nous sommes, de manière à valoriser les solutions locales. Notre démarche, elle est de sensibiliser. Donc, on a un travail d'éducation à faire auprès du jeune public, et nous diffusons la pièce dans les écoles à partir de la seconde et dans les grandes écoles et au grand public. Donc, on sensibilise, on essaie d'éduquer, de parler un maximum de ce fléau, et on le fait en invitant les associations locales. À chaque fois, on leur donne la parole. Et là, en fonction de là où nous jouons, par exemple, nous serons dans le 16e en février, nous serons à Saint-Quentin dans l'Aisne au mois de novembre. On demande à l'édile local, à l'élu local, de réunir les associations, on les valorise et on leur donne la parole face au public. Donc ça permet de les identifier. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pardon, je me répète, mais voyez comme c'est dérisoire. On est là avec notre pièce de théâtre, on va d'une mairie en mairie
pour la montrer, pour essayer d'interpeller les gens, d'interpeller les élus. Mais ça marche ? Oui, ça marche, mais ça marche à 0,5% quoi, de ce qu'il faudrait faire. Ouais. C'est vraiment des gestes presque de désespoir, parce qu'on se rend compte qu'on... bon, alors nous, on est actifs, on essaie, les associations sont merveilleusement actives, elles essaient, mais il faut faire des... Ça n'est pas des campagnes, je reviens sur ma marotte, ça n'est pas des campagnes qu'il faut faire une fois tous les ans ou tous les 2 ans. C'est une information permanente. Permanente. Si vous voulez avoir une chance de vous sortir de ça, appelez-nous, appelez ce numéro. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent. Nous sommes avec la présidente et fondatrice de l'association Nous les Ambitieuses, Virginie Atlan, ainsi que le réalisateur et metteur en scène Ali Chouraki, qui est très engagé. On revient juste après ça, vous restez avec nous s'il vous plaît. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci à vous d'avoir choisi Sud Radio. C'est excellent ce soir à mes côtés pour vous, Virginie Atlan, qui est présidente et fondatrice de l'association Nous les Ambitieuses, et Elie Chouraki, réalisateur, metteur en scène, créateur du spectacle Vivante, le spectacle des ambitieux, justement. Alors, pour revenir à la question que je vous posais à l'instant, Virginie Atlan, justement, les victimes, les vivantes, quel est leur retour, en fait, sur l'impact de ces représentations ? Le fait d'avoir participé, il y a un vrai impact, puisque elles passent d'un statut de victime à quelque part les ambassadrices pour faire en sorte que ça change. Et Elie Chouraki a passé du temps avec l'une d'entre elles, Marie-Pierre, qui a vécu des étapes formidables. Elle t'a dit, la peur change de camp. Enfin, tu peux en parler mieux que moi parce que tu as passé du temps avec elle. Alors, quand j'ai travaillé sur cette pièce, quand j'ai écrit cette pièce, j'ai rencontré ces femmes, effectivement Marie-Pierre en particulier, qui m'ont raconté ce qu'elles ont vécu. Et qui m'ont raconté la façon dont elles ont pu s'évader de cette prison et de leur tortionnaire. C'est des témoignages qui sont bouleversants. D'ailleurs, quand vous voyez la pièce, je vous assure, elle est d'une certaine façon extraordinaire à regarder, parce que ça vous prend, et vous avez l'impression que l'heure un quart qu'elle dure 20 secondes, et en même temps vous en sortez vraiment... comme ayant, ayant vécu une expérience de vie importante. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Ces femmes sont trouvées par un prédateur. Ces hommes, instinctivement, savent à qui ils ont affaire. Ils ne vont pas aller vers une femme forte qui va pouvoir les rembarrer ou même les accuser et les faire condamner. Ils vont tomber sur un profil de femme qui est déjà victime. En tout cas, qui attend son maître. Pardon d'employer des mots aussi crus, mais c'est ceux que j'ai entendus, donc c'est important de les dire, parce qu'il faut arrêter de se cacher, de se masquer les yeux. Elles ont trouvé leur maître. Elles sont dans une situation au début qui est assez confortable, car comme tous ceux qui sont un peu faibles et qu'on met dans des rails, un confort s'installe. Le confort de l'ordre qu'on vous donne, de l'ordre que vous acceptez. Et puis peu à peu, la manipulation commence. Sa manipulation, c'est quoi ? C'est des phrases terribles, et c'est une tentative, et parfois un succès, de désagrégation de la personne que vous êtes. Il va vous couper de votre entourage. Vous couper de votre entourage. Vous dénigrer constamment. Dire que vous n'êtes rien, que vous ne servez à rien. Vous insulter. Que vous n'êtes que là que pour faire des tâches ménagères, que vous n'avez aucun sens. Et petit à petit, vous vous retrouvez dans une prison qui est la prison que vous créez vous-même. Je parle avec la voix de ces femmes. Et cette prison, vous avez encore plus de mal à vous en sortir que si c'était une prison que vous aviez, dans laquelle vous étiez. Et puis commencent les coups. C'est-à-dire que à l'instant, pardon, je sais que c'est dur à entendre, et je suis désolé pour nos auditeurs, mais c'est important, c'est important. Les coups commencent doucement, petit à petit. D'abord, c'est des petites punitions. Et puis, petit à petit, l'homme, souvent, se révèle, ce prédateur se révèle, et on se rend compte qu'il y a chez lui un plaisir à frapper.
Et ce plaisir ne peut jamais s'arrêter c'est un peu comme, vous savez, ces chasses à courre où les chasseurs à cheval bloquent ce pauvre cerf. Alors bon, il y a une noblesse dans la chasse à courre, c'est pas le propos, mais bloquent ce pauvre cerf dans un coin de la forêt, entouré de 100 ou 150 chiens d'une meute, et vont l'achever. Voilà, c'est exactement le même principe, et c'est exactement la même terreur chez ces femmes que chez ces animaux. Moi, je suis un défenseur des animaux aussi, donc chez ces femmes que chez ces animaux. C'est-à-dire qu'il y a cette terreur qui s'installe, et d'une certaine façon, elles acceptent la mort, même si elle est douloureuse, même si elles crient ou elles appellent au secours, elles la préfèrent à la vie qu'elles mènent parfois depuis des années. C'est très difficile d'entendre ce genre de choses et en même temps c'est le quotidien de toutes ces femmes auxquelles vous avez affaire et dont vous parlez, Virginie Atlan. On a passé beaucoup de temps avec ces personnes, c'est sûr. C'est difficile après avoir passé avec Alexandra Fechner des soirées entières avec ces femmes. On avait du mal après à trouver le sommeil et c'est lourd, mais on se doit d'agir. Et alors votre punchline, c'est quand même ne soyez pas complices, venez lutter à nos côtés. Votre action, c'est par la culture, parce que la culture, elle sensibilise, quoi. La culture, elle touche au cœur. Quand on entend Élie parler de ces femmes avec lesquelles il a travaillé en amont du texte, vous arrivez à rendre cette émotion dans le texte, et c'est comme ça que vous touchez les gens aussi et que vous les sensibilisez, quoi. Oui, on a choisi l'axe culturel d'abord parce que c'est un bon vecteur où les gens, en tout cas le public, peut continuer d'échanger, de parler sans qu'il y ait quelqu'un qui soit vainqueur. Il n'y a personne de plus fort, il y a juste un temps d'échange, et la culture, c'est pour nous le vecteur le plus facile et en même temps le plus émotionnel à partager avec le public, qu'il soit jeune ou plus âgé. Et on a eu la chance d'avoir Élie Chouraqui qui est un génie dans le domaine. Oui. Non, c'est vrai, parce que... Non, mais j'espère que c'est réciproque. Hein. Oui, absolument. Les retours que nous avons de la pièce sont... c'est touchant, c'est bluffant, aussi bien du public. On disait tout à l'heure, on ne sort pas indemne de la pièce. Bien sûr que non, on a des témoignages incroyables. J'ai une femme qui m'a appelée une semaine après avoir vu notre dernière représentation et qui m'a dit « Virginie, il faut que je te dise que quand je suis sortie du théâtre Palais Royal, j'étais dans la rue et je ne savais plus où j'allais ni ce que je venais de faire, en fait. » Donc ça veut dire que ça marche, quoi. C'est ça que vous cherchez. Voilà, et nous on l'a vu plusieurs fois et je vous le dis et je pense à ce qu'elle a ressenti. Il y avait un film formidable d'Ingmar Bergman qui est un film qui date maintenant, mais qui s'appelait Scènes de la vie conjugale, où c'est en fait un couple que Bergman a fait ensuite en série, qui est en fait un couple qui se déchire dans il y a pas de coups, hein, ce ne sont que des mots. Eh bien, je pense que, avec tout le respect que j'ai pour Bergman, cette pièce, parce qu'encore une fois, elle vient de témoignages que j'ai recueillis et que nous avons recueillis. Cette pièce, c'est aussi fort que ça, pour ne pas dire plus fort, parce qu'il y a une vérité, une authenticité. Vous savez, moi, quand j'étais tout seul dans mon bureau et que j'ai reçu les lettres. Que ces deux jeunes femmes, Alexandra et m'ont envoyé, et que j'ai lu ces lettres pour la première fois, j'ai sangloté. Je vous le dis franchement, hein, et en parlant, j'ai encore une émotion qui me vient, parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Et quand on sait, c'est pas moi qui sonne, et quand on sait qu'on peut faire quelque chose, c'est-à-dire que ça n'est pas... Vous savez, il y a des otages en ce moment à Gaza qui meurent les uns après les autres et dont le Hamas nous dit qu'il va les libérer, ce qui est un mensonge à mon avis. Mais il y a des drames dans le monde entier, évidemment. Mais là, c'est à côté de chez nous, là, c'est la porte à côté, c'est nos voisines, c'est nos mères, c'est nos sœurs. Et je vous le dis, c'est notre devoir de citoyen, notre devoir d'hommes et de femmes, de réagir et de prendre une décision pour que ça n'arrive plus. Je ne dis pas que ça n'arrivera plus jamais, mais en tout cas pour que ça n'arrive plus au maximum. Et c'est aussi le rôle de la culture et des ambassadrices, hein, on l'a dit, Virginie Atlan, aussi, c'est important de le dire, vous avez les victimes, et puis vous avez ces femmes incarnées qui suivent et qui soutiennent nous les ambitieuses. On pense à notre Cécile de Ménibus, hein, sur Sud Radio, mais aussi à Linda Hardy, Chantal Ladezou, à Luana Belmondo, des femmes justement qui sont sorties par le haut, un peu comme votre nom en fait, hein, nous appelle à la résilience finalement, nous les ambitieuses. Oui, c'est vrai, on a eu la chance... Alors, attendez, on va vous remettre le micro. Voilà, c'est parti. Merci.
Alors d'abord, à l'origine de la création de l'association Nous les Ambitieuses, c'est déjà ce collectif de copines. On était toutes très liées depuis de nombreuses années, aussi Luana Belmondo, Danielle Evenou, qui en plus a cette particularité d'être ambassadrice et vivante en même temps, puisqu'elle livre sur scène dans Vivante sa propre histoire, une enfant violée, abusée. Donc on était déjà très liées. Donc ensemble, on a vraiment créé cette association. Et puis, chacune, dans son périmètre, avec son expertise, eh bien, s'engage au cœur des territoires. On a une dimension internationale. Donc, la pièce de Vivante est aussi diffusée à l'international, sous-titrée en anglais. Et ça nous permet d'avoir, avec ces ambassadrices, une portée importante. Et puis, eh bien, de grandir assez vite. Elles ont une popularité. Elles sont reconnues aussi pour ce qu'elles font. Ça nous aide énormément. Aussi, comme les actrices et les acteurs qui sont venus, tout comme le nom de Elie Chouraqui et d'Alexandra Fechner. Ce sont des noms connus dans leur domaine. Donc, quelque part, on arrive avec une idée, des volontés, une ambition, mais des solutions de qualité. Donc, ça nous a aidé à aller très vite. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de montrer d'autres chemins possibles, quoi. Oui, bien sûr, de faire out of the box et de se dire que de toute façon, c'est comme Vivante. Vous voyez, on en parle aujourd'hui et pourtant, on n'est pas le 8 mars. On n'est pas le 25 novembre non plus. Et ça fait du bien, en fait. Ce que dit Elie Chouraqui, c'est qu'on ne peut pas attendre une fois par an, parce que c'est une date internationale ou nationale, de pouvoir faire un état des lieux. C'est terrible de faire un état des lieux. Si on était dans la prévention, on n'aurait pas besoin de faire un état des lieux. Je cherche sur mon téléphone là, les acteurs des Vivantes, je trouve pas le casting parce que comme il y en a beaucoup et que je veux tous les citer ou ne pas en citer un, voilà, je veux tous les remercier, les actrices, les acteurs qui viennent, qui sont souvent au théâtre, donc on répète les lundis, l'après-midi, ils viennent après leur travail. Je veux dire, c'est vraiment c'est vraiment une... pour eux, c'est un investissement qui est important, c'est un engagement de cœur, ils sont bénévoles et ils sont tous venus. À chaque fois, on a eu des castings différents et formidables. Voilà, on peut en citer, hein, on a Stéphane Guillon, Marc Grosy, Nicole Calfan, on a Chantal Latsou, on a Rebecca Hazan. C'est pour ça que j'ai peur de les citer. Danielle Evenou, Stéphane Guillon, Cohen. Michael Cohen. Michael Cohen. Oh, on en a eu beaucoup. Que moi, ouais. Allez, on continue. Vous êtes bien sur Sud Radio. Vous restez avec nous, c'est excellent, avec la présidente et fondatrice de l'association Nous les Ambitieuses, Virginie Atlan, et le réalisateur et metteur en scène qui n'est plus à vous présenter, Elie Chouraqui. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent, et c'est la c'est la troisième partie de votre émission, en compagnie de Virginie Atlan, la présidente et la fondatrice de l'association Nous les Ambitieuses, et Elie Chouraqui, qui réalise, qui met en scène notamment le spectacle Vivante. Alors, Elie Chouraqui, quand même, on va parler un peu de votre actualité à vous. Il y a Le Héros du Louvre, hein, votre trilogie de bande dessinée, dont le tome 3 sort là. Oui. Ça raconte l'histoire de votre grand-père. Oui. Alors, j'en parle aussi parce que le film est produit par Alexandra Fechner. Donc c'était important, c'est un film héros que vous êtes en train de tourner, je crois, c'est ça? Que j'ai terminé, qui est en post-production et qui sortira l'année prochaine. Qui est avec Kad Merad, Marie Gillin et Fantine Guyot. Et alors l'idée, c'était de raconter... Et beaucoup d'autres. Là encore aussi, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices. Bon, on ne peut pas tous les nommer, on est pris par le temps, hélas. L'idée, c'est que vous racontez l'histoire de votre grand-père qui était gardien de nuit au Louvre et qui a participé à l'évacuation secrète des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, et qui a en fait fait ça en se mettant en danger, mais pas tout à fait, puisqu'il a aussi emmené sa famille pour sauver ses trésors du Louvre, justement, et les siens en même temps. Donc il y a un lien entre l'œuvre d'art qu'on sauve et la vie humaine qu'on sauve. Donc ça relie le pont à nouveau entre l'art et cette humanité. Alors l'histoire, c'est le pitch, parce que c'est ce que vous racontez, c'est vraiment le début de l'histoire. C'est 1940, les Allemands montent sur Paris. Jacques Jaujard, ce génial directeur du Louvre, a déjà exfiltré à peu près 3000 œuvres. 3000 œuvres ou 3000 œuvres 3000 œuvres. Oui. Et il lui en reste 200 ou 300. Et il est à court de camions, à court de chauffeurs, il ne sait plus très bien comment faire. Il va voir un homme qui est là depuis plusieurs années maintenant, et il lui dit, écoutez, il faut partir. Prenez 70 œuvres, quand on parle d'œuvres, c'est des chefs-d'œuvre. Hein. On parle de Léonard de Vinci, on parle de chefs-d'œuvre universels.
vous partez, et puis là, bon, c'est un peu vous irez dans un château, dans tel endroit, et puis c'est un peu le bordel, entre guillemets, et puis quand tout ça sera fini, vous revenez. C'est un peu réducteur, il dit, je sais, mais je peux pas vous dire autre chose, parce que là, il faut qu'on aille vite. Est-ce que vous êtes d'accord? Et lui va accepter, bien sûr, il va partir avec toute sa famille, 5 enfants, un petit enfant d'une de ses filles, qui est ma mère d'ailleurs, et ce qui est passionnant, c'est que pour moi, et j'espère pour ceux qui verront le film, c'est que cet homme c'est mon grand-père, cette femme c'est ma grand-mère, et tous les personnages sont mes oncles, mes tantes, mon père et ma mère. C'est une plongée dans votre... Et mon frère aîné, donc, qui est toujours avec nous, bien sûr. Et donc c'est une plongée dans l'aube de votre création aussi à vous. Ma création, mais surtout ce qui est fondamental, c'est que c'est un film sur ce que sont nos valeurs, en plus. C'est un film sur ce qu'est notre pays, la France, sur ce qui est la culture française, sur ce qui est la passion pour cette culture, la passion pour ces œuvres qui sont notre patrimoine, et le courage de ces héros. Vous savez, il y en a eu des milliers, c'est une phrase du film, il y a eu des milliers de héros comme moi, ces gens dont on ne parle jamais, et qui sont les véritables héros, c'est-à-dire ceux qui par un hasard, parfois deviennent justes devant les nations pour Israël, ou qui sont décorés de la Légion d'honneur en France, mais qui sont des héros parce qu'ils ont fait des actions remarquables. Mais eux ne pensaient pas que c'était remarquable, ils pensaient que c'était normal. Et c'est ça qui est remarquable. C'est ça le vrai héroïsme, en fait. Absolument. Et puis ça résonne tout particulièrement en ce moment, j'ai envie de dire, un juif qui s'engage pour sauver les œuvres d'art de la France, le patrimoine français, dans une période où beaucoup de juifs se sentent menacés sur notre territoire. J'imagine que ça a d'autant plus de sens de raconter cette histoire actuellement. Mais vous savez, comme dirait l'équipe de Charlie, on est menacé par les cons surtout. Donc, alors on peut dire qu'il y en a beaucoup, la majorité quoi. des Français... la grande majorité des Français n'ont aucun problème avec les Juifs. Et je pense que... Ils font moins de bruit, quoi. Je pense que cette victoire va bientôt être totale. Je ne parle pas de la victoire des Israéliens, je parle des Français, des Juifs de France. Et je parle de la France. Je parle des habitants de la France. Vous êtes optimiste, quoi. Je me méfie, je ne vous cache pas que je regarde derrière moi quand je suis seul dans un couloir. Mais je pense qu'on va gagner, que la France va gagner, parce que les Français sont des gens admirables. Parce que les Français ont toujours prouvé au moment où il fallait le prouver. Il y a eu des collabos, il y a eu des salauds. Il y a eu des résistants aussi. Quand ils doivent résister, ils sont là. Quand il faut protéger, entre guillemets, des communautés, qui sont des communautés fragiles parfois, ils sont là. Et ils savent l'importance que le monde juif a dans la culture française. N'oubliez pas que nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne, et si elle s'appelle ainsi, c'est que c'est une civilisation judéo-chrétienne, et qu'elle est faite des chrétiens et des juifs. Bien sûr. La résistance, c'est un petit peu ce que vous faites, vous aussi, Virginie Attian, je partage tellement les propos d'Élie Chouraqui, en fait, et je suis une éternelle optimiste. Je crois en l'être humain, je crois en l'homme avec un grand H, et je crois que oui, dans l'ADN français, dans la résilience, on va être fort, on va être bon. Je crois aussi qu'on est plus nombreux à être sages, et on fait moins de bruit, c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'agite au final. On a des moyens de s'agiter, on a les moyens de faire savoir. Mais on doit faire de la résistance et on doit lutter contre tous les fléaux, contre toutes les injustices. Il y a des malades partout. Et protéger tous les fragiles, extrêmes quoi. sont mauvais. Ça. Oui, on est là pour protéger les fragiles, et surtout on est là pour pas faire de revendications, mais valoriser et raconter ce qui est joli, ce qui est beau. Vous voyez, le héros, c'est magnifique. Il devrait être reconnu comme un juste de la nation posthume, parce que ce qu'il a fait est extraordinaire aujourd'hui, et que c'est à raconter. On doit être fiers de cette histoire française, en fait. Donc nous, on est là pour valoriser au cœur des territoires ces jeunes qui réussissent, et pour qui c'était pas facile, parce que à la base, pas le bon nom, pas la bonne adresse. Et ils ont réussi de brillantes études, mais ils ont mis beaucoup de temps à trouver un emploi. On aide aussi sous forme de marrainage et parrainage ces jeunes. Et parce qu'ils le méritent, en fait, parce que c'est difficile pour certains. On parle des jeunes Français de tous bords, mais bien toute sûr, religion, de toute religion, voilà. qui vivent dans des Même quartiers où c'est pas facile. Oui, comme ça on l'a dit. Ouais, voilà, et surtout, mais en tout cas nous. Et surtout parfois, parce que c'est on a besoin souvent de les qui ont le aider. plus besoin de nous. Mais c'est ça, nous on est là pour tendre la main, pour
aider, les bonnes volontés. C'est surtout ça qui compte. Peu importe ce qu'ils sont, nous, on veut tendre la main à la bonne volonté qui respecte ce qu'est la France, ce qu'est cette solution de vivre ensemble dès l'instant où on n'est pas à l'intérieur de deux habitations. On n'est pas là pour tous s'aimer, mais on est là pour se respecter. Vous savez, les moments de crise et de tragédie ont énormément d'inconvénients et déclenchent énormément de douleurs, mais ils ont aussi l'avantage de montrer où sont les bons et les méchants. Ouais, je parle d'une façon très manichéenne parce que c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, en France, on sait qui sont les méchants. Les extrêmes, quoi. Ouais. On va dire l'extrême. L'extrême, d'accord. Il y en a un seul, quoi. Il y en a un seul, oui. Ok. Je veux dire que c'est eux qui ont attisé les haines. Vous parlez de l'extrême gauche, là, c'est ça? Exactement. Et l'extrême droite, elle est... Mais non, mais l'extrême droite, elle a un milliard de défauts. Vous pensez bien que je ne suis pas un homme d'extrême droite. Non, bien sûr, mais je vous pose quand même la question au cas où. Non, pas du tout. Mais si vous voulez, où ça serait. Mais en tout cas, jusqu'à présent, dans ce que je vois dans les dernières années, ce sont des gens respectables. J'ai pas entendu depuis le 7 octobre de déclaration de l'extrême droite qui soit même au 10e antisémite de ce qu'a fait l'extrême gauche. Et je vais pas citer. On peut parler LFI, parce qu'on va pas dire la France insoumise, bien sûr, oui, c'est bien sûr. Donc, si vous voulez, on sait où sont les bons et les méchants. On sait contre quoi et contre qui il faut lutter. Et ce ne sont pas les musulmans français de religion musulmane. C'est important de le dire. Ce sont les extrémistes islamistes, ceux qui ont tué à Charlie, ceux qui ont tué au Terrasse, ceux qui ont tué à Nice, ceux qui ont tué à l'Hyper-Cacher, ceux qui ont tué aussi dans d'autres pays du monde, en Allemagne dernièrement. C'est ceux-là nos ennemis. C'est un problème mondial. Et pas les musulmans. Et c'est vrai qu'aussi, je suis absolument ahuri et fasciné de voir une partie de l'intelligentsia française, de ceux qui se nomment les éveillés et qui sont des wokismes. Alors on va revenir à notre propos des femmes martyrisées. Je ne vois pas nos féministes se battre contre ceux qui martyrisent les femmes. Je ne les vois pas parler des Afghanes, je ne les vois pas parler des Iraniennes, je ne les vois même pas parler des femmes en France qui souffrent de ce dont on vient parler, qui sont des vivantes, qui essaient de résister. Je ne les vois parler que de leur petit nombril, de elles-mêmes et de la façon dont et ça fait du tort à la cause, Virginie Atlan, d'avoir des féministes comme ça, justement, qui ne parlent pas assez fort. On va arrêter de les appeler des féministes. On va appeler les féministes des gens qui défendent les femmes. Voilà, c'est ça. Non, elles sont très inutiles, en tout cas, elles servent à rien, sauf à attiser la haine. Donc, c'est ce qui est terrible. Allez, c'est excellent sur Sud Radio, vous restez connectés, on vous revient avec la présidente et fondatrice de l'association Nous les Ambitieuses, Virginie Atlan, ainsi que le réalisateur et metteur en scène Élie Chouraki pour la fin de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent d'être avec vous ce soir. On est avec Virginie Atlan, présidente et fondatrice de l'association Nous les Ambitieuses, et Élie Chouraki, réalisateur et metteur en scène du spectacle Vivante. Et puis nous avons été rejoints par la merveilleuse ambassadrice de Nous les Ambitieuses, qui est aussi une de nos chéries chez Sud Radio, Cécile de Ménibus. Merci de m'accueillir. Je suis ravie, bien sûr, d'être là à ce moment-là précis de cette émission que j'adore, vous le savez, et avec Élie Chouraki et Virginie Atlan, c'est un grand plaisir. Qui me passionne et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors Cécile, la question simple, c'est pourquoi vous êtes marraine de Nous les Ambitieuses? Qu'est-ce qui vous touche dans ce combat et pourquoi vous engagez comme ça? Parce que c'est une évidence, en fait. Parce qu'on fait un métier, nous, ce que je dis assez souvent, on ne fabrique rien, et quand on fait quelque chose, il ne reste rien. On fait des émissions de radio, et elles existent, on les écoute, et après elles disparaissent. Elles s'évaporent. Et en fait, à un moment donné, je pense que quand on a une notoriété, quand les gens vous ont offert une notoriété, il faut qu'elle soit utile, d'une manière ou d'une autre. Et cette utilité, voilà, il y a des grandes causes que je défends aujourd'hui, que ce soit la police, la gendarmerie, et aussi les femmes, et aussi ceux et celles qui s'engagent sur des terrains pour obtenir du résultat, parce que l'important c'est pas de se faire plaisir, c'est d'offrir du résultat. Et moi, quand on me propose d'être une marraine d'une association et que finalement j'ai juste la possibilité de poser ma photo sur, ça ne m'intéresse pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'être sur le terrain, et je sais que
Virginie, Élie, en tout cas tous les membres de l'association sont sur le terrain avec du résultat. Et ça c'est important parce qu'il faut que les choses avancent. Et la France est nourrie en tout cas de talents, de gens qui ont envie de s'engager et apporter des choses pour que les choses changent et expliquer à ceux qui n'ont pas les moyens en tout cas d'avoir une information qui est une information lisible et claire, que nous soyons là en tout cas pour leur donner les clés, d'avoir un peu de discernement, de leur montrer des choses et d'abord nous on n'est pas là pour punir, on est juste là pour montrer que les choses doivent changer et qu'on est dans une ère. Comment on peut les changer aussi. Et comment on peut les changer en leur donnant les moyens. Et nous, on a eu la chance, en tout cas, d'avoir accès à énormément d'informations, énormément de témoignages sur le terrain, et ce qui nous permet aujourd'hui de le partager. Après, il y a plein de gens qui ne changeront pas d'avis, mais au moins, on aura eu une discussion et on aura fait des choses. C'est ce que vous voulez faire, en fait, hein, ce que j'entends dans vos bouches depuis tout à l'heure, Élie Chouaraki et Virginie Atlan, c'est que vous voulez donner des clés, mettre en lumière pour faire évoluer ces situations. Non. Voilà, Maxibus a raison. J'ai monté en grade. Ce qu'il faut, c'est être efficace. C'est essayer d'être efficace. C'est essayer de réfléchir tous les jours pour se dire comment est-ce qu'on peut sauver une vie. C'est une vraie question. Oui, c'est beau comme propos et comme but. C'est beau comme de se réveiller le matin en se disant « Ah, j'ai peut-être une idée, peut-être qu'avec cette idée toute simple, je vais sauver une femme. » Mais je veux dire que si chacun d'entre nous se réveillait chaque matin en pensant à ça, je pense qu'on arriverait à quelque chose. Et moi, je pense à ça. Voilà, je pense à ça. C'est vrai que je passe des nuits blanches parfois. Alors, je pense pas qu'aux femmes, je pense aux otages, je pense à... Il y a beaucoup de... Vous savez, je suis un passionné et un militant. C'est-à-dire, je pense que la passion ne suffit pas si on ne milite pas, si on ne se bat pas pour sa passion. Donc, je passe des nuits blanches, mais en tout cas, parfois je me regarde dans la glace et je le dis pour des gens qui ont envie de nous rejoindre et qui ont envie de mener aussi des actions à nos côtés ou aux côtés d'autres associations. Je le dis, essayez de vous dire, voilà, de faire comme moi, parce que parfois je me regarde dans la glace et je me dis, écoute, pas mal. C'est pas encore parfait, mais c'est pas mal. Voilà, et franchement, ça me met de bonne humeur pour la journée. Virginie Atlan, on imagine qu'il y a des moments où vous avez peut-être douté, ou jamais, de votre combat. Bien sûr qu'on doute et surtout parfois on a envie de tout envoyer balader parce qu'on trouve pas l'écho et l'écueil qu'on devrait compte tenu de tout ce qu'on a fabriqué entre guillemets. Et puis surtout on parle de Cécile, d'Élie, des autres qui ont juste comme qualité commune la générosité, la bienveillance. C'est énorme aujourd'hui. Alors ils sont venus dans l'assaut, ils ont donné de leur temps, de leur expertise, beaucoup de choses et j'aimerais que évidemment la pièce soit demandée. J'aimerais qu'on ait plus de partenaires pour pouvoir aller encore plus loin parce que on est une organisation qui arrive à 5 ans, c'est merveilleux, on n'a pas vu le temps passer. Ça fait 5 ans et on a des résultats incroyables. On fait avec des couteaux en bois, j'ai envie de vous dire. Donc si on avait, c'est vrai, des partenaires plus solides à nos côtés, en plus grand nombre, on pourrait aller encore plus loin, plus vite. On a envie, bien sûr, de pouvoir diffuser un maximum cette pièce. Et parfois, on est aussi freiné par les moyens aussi parce que si tout le monde est bénévole, ça coûte quand même de l'argent que de faire venir les gens, de les loger, de les acheminer. Enfin, tout ça, ce sont des coûts. Donc, c'est frustrant. Donc c'est aussi un appel aujourd'hui que vous faites. Bien sûr, ce qu'il faut à une association, indépendamment de ce qu'on a aujourd'hui, un réseau formidable, international, 17 nationalités connectées à nos projets. Sur l'un des projets, on a Monseigneur le Prince Albert qui nous porte. C'est incroyable. Bravo. On se dit, en 5 ans, ce qu'on a réussi à faire, chacun avec ses réseaux, de tout mettre en commun. Ce qui nous manque, ce sont des moyens pour aller plus loin, plus vite, mieux. À un moment donné, on est limité par ce critère. Sinon, on a cette fougue. Pour Cécile et Élie qui sont là, pour ceux qui me sont proches, on n'arrêtera jamais. Bien sûr, nous sommes des gens engagés et militants. On l'a tous été. Et cet engagement dont vous nous parlez, Cécile, il commence par des actions concrètes tous les jours, en fait. Des même petites actions, mais des choses qui font qu'effectivement, vous avez l'impression d'avoir avancé un peu dans votre journée sur ces sujets-là. Quoi que je fasse, puisque vous savez que la notoriété vous ouvre des portes, forcément. Donc, et puis moi, j'ai toujours mis mon pied dans la porte, même si on me la claquait au visage, en disant « Ah, j'ai peut-être encore une autre idée ». Il y a une fenêtre aussi. Voilà. Ou la fenêtre, ou un trou de souris.
moi, j'ai pas fait d'études, donc j'ai ce système naturel de système D, en fait. C'est-à-dire que je me décale. Dès qu'on peut pas faire quelque chose, je trouve une solution. Et moi, j'ai monté une entreprise, c'est un problème, une solution, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes et il y a assez peu de... les gens pensent qu'il y a assez peu de solutions. Alors qu'elles sont là. Elles sont là, parce qu'il faut réfléchir, il faut s'engager, il faut donner de soi-même. Tout le monde... je connais beaucoup de gens qui sont limités dans leur engagement en disant oui, mais tu comprends, là, ce week-end, je peux pas, j'ai un mariage. D'accord, ok. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'engagement. L'engagement, il faut se dire, voilà, on veut cette réussite. On veut pas participer. Moi, je veux pas participer à une belle cause. Je veux apporter ma pierre en disant, voilà, j'ai apporté une action, mon travail est fait que, voilà, grâce à ce que j'ai fait, on a avancé. Et grâce à ce qu'a fait l'autre personne, on a avancé. Et puis, je vais pousser un pion et elle aussi, au fur et à mesure. Et c'est ça qui est intéressant. Et finalement, on finit par bâtir des cathédrales. Regardez Notre-Dame. Ouais. Voilà, c'est finalement les talents et l'expertise de tout le monde, les relations qui font que ce monde peut tourner. Ouais. Et elle a raison, Virginie. Avec la bienveillance, on est tous un maillon d'une chaîne. C'est-à-dire que si vous cassez la chaîne, c'est compliqué. C'est comme dans une entreprise. Donc il faut être ce maillon. Même si vous restez 5 secondes, faites un truc et laissez quelque chose. Et ça, c'est important. Voilà, je dirais que déjà, écoutez autour de vous. Écoutez les femmes. Regardez-les. Observez-les un petit peu. Je sais que c'est compliqué parfois de regarder une femme, mais quand c'est pour la bonne cause, c'est bien. Quand vous voyez une femme qui est troublée, qui a une blessure sur le visage, qui a mal quelque part, ou un enfant, bien sûr, qui est dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter. Il faut appeler une association, dire voilà, j'ai vu ça, je ne sais pas si c'est vrai. Personne ne vous en voudra de vous être trompé. En revanche, là aussi, vous pouvez sauver quelqu'un. Et que vous ne le faites pas. Et n'ayez pas cette pudeur de vous dire non, mais c'est des conneries, ça sert à rien, de toute façon, je me suis trompé. Non, vous ne vous trompez peut-être pas. Peut-être que votre instinct a eu raison. Et en signalant cette personne, vous pouvez la sauver. Juste raconter une histoire. Moi, je me bats pour arrêter d'invisibiliser les gens, en fait. Dans une entreprise, il y a toujours quelqu'un qui est tout seul, on le laisse tout seul et on ne peut pas faire ça. Je suis rentrée pour vous raconter cette histoire, j'ai pris l'avion et puis j'étais au salon Air France et je suis allée aux toilettes et j'ai rencontré, il y avait une dame de ménage et donc je lui ai dit bonjour, bonne année. Et en fait, elle m'a regardée. En fait, elle est restée étonnée, en fait. Elle était scotchée. Elle m'a dit, il était 17h, elle m'a dit, vous êtes la première personne qui m'adresse la parole. C'est important ce que dit Élie, en fait. C'est-à-dire que même avant d'avoir une femme battue ou un enfant, voilà, faites attention aux autres, en fait. Regardez quand vous voyez quelqu'un dans une entreprise qui est un peu dans son coin, il a peut-être un problème, il a peut-être besoin d'aide. Essayons d'être bienveillants et d'être des vigies pour l'autre, en fait. Si vous allez bien, en fait, voilà, c'est ça. Partagez ce moment. C'est tellement bon. Parce que, vous savez, on va pas faire on n'est pas curé, hein, mais ce que vous donnez, vous le recevez. Bien sûr. Et vous le recevez souvent au centuple. Ça s'appelle le karma. Quand j'ai fait Vivante, je me suis dit, mais quelle galère, mais pourquoi est-ce que je suis allé me mettre dans cette galère? Je souffre, je Merci pleure, Virginie. je travaille des jours et des nuits, je cours, je suis épuisé. Et puis à la fin du compte, vous savez pourquoi, j'ai tellement reçu, que je suis heureux d'avoir. On entend votre émotion. Voilà, d'être dans cette entreprise. C'est pour ça qu'on lui a fait écrire 3 fois d'ailleurs la pièce. Très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, votre souhait. Notre souhait, c'est qu'on ait des personnes qui nous appellent. Voilà, je veux dire qu'on peut nous contacter en message privé sur Instagram, nous les ambitieuses Instagram, et qu'on serait ravis d'avoir plus d'experts, plus d'ambassadeurs et des collectivités qui nous appellent. On peut vous retrouver. Oui, en février, nous serons donc dans le 16e arrondissement, chez Jérémy Redler, à la mairie, et le 25 novembre à Saint-Quentin, dans l'Aisne. D'accord. À la mairie également, voilà. Alors quand même, j'annonce que vous avez, en 2 secondes, Élie Chouraki, vous avez les 10 commandements qui reprennent quand même l'envie de... Ah non, pas du tout, c'est pas mon spectacle. C'est pas votre spectacle? Non, c'est un spectacle qui n'a rien à voir avec le mien. Ah d'accord. Et qui est... Je pense pas qu'il soit aussi bien que le mien, franchement. Et ben voilà, ça sera la bourde de fin d'émission, mais c'est pas grave, on adore. Non, mais au moins comme ça, au moins on le sait. Non, c'est quelqu'un c'est des gens qui ont une... On peut mettre l'envie d'aimer avec
mettons n'est pas Daniel. Élie Chouraki qui veut. Et moi, Allez, je on vous souhaite en embrasse. tout cas que cette émission fasse la plus grosse audience. Comme ça, peut-être que l'association aura des partenaires. Voilà, on fait un espérons. appel, un appel aux sous, les entreprises qui veulent s'engager, Est-ce c'est que Bill important. Gates peut nous appeler Voilà. d'urgence? Ouais. Ah, j'ai mon Eh ben, ça téléphone qui serait sonne. bien. Et les autres Yes, aussi. Bill. Allez, je vous embrasse. À Merci, samedi prochain. merci Bye. Judith. Bisous.